Émilie s'est blottie dans le coin de la cabine de salle de bain. Son déjeuner restait intact sur ses genoux, tandis qu'elle révisait nerveusement ses notes pour l'examen. Hors de la cabine, les camarades discutaient maquillage et coups de cœur. La cloche a sonné et les écolières ont quitté la salle de bain en masse. Émilie prit une profonde inspiration et sortit de la cabine. Elle s'est lavé les mains tout en évitant de les regarder. Ses doigts étaient abîmés, à vif et saignaient un peu. Face au miroir, elle se murmurait des mots rassurants. « Tu peux le faire. Tu vas réussir cet examen. » Les couloirs étaient silencieux et vides lorsqu'Émilie s'arrêta devant la porte de sa classe. Elle observa les bureaux bien alignés par la fenêtre. Derrière chacun se trouvait un étudiant dégageant un calme prêt pour l'examen. C'était si différent de son propre aspect échevelé. Son souffle tremblait et sa main tremblait alors qu'elle poussait la porte, son grincement résonnant dans le couloir silencieux. Lorsqu'Émilie entra dans la classe, quelques élèves se moquèrent, mais elle resta concentrée. Elle devait trouver sa place et réussir ce test. La salle de classe était floue alors qu'elle se concentrait sur sa feuille d'examen. Son anxiété a culminé et ses doigts se sont instinctivement portés à sa bouche. Alors qu'Émilie attaquait ses questions d'examen et ses bouts de doigts avec une égale férocité, les chuchotements se sont transformés en halètements, puis en cris. « Elle est un monstre !» a crié un étudiant. Émilie, absorbée par son écriture, ignorait le chaos qui se préparait autour d'elle. Confrontée à la dernière question de l'examen, Émilie a mordu son ongle jusqu'à ce qu'un bruit fort remplisse la pièce. Quelques étudiants se sont évanouis, l'un a vomi. Le reste était trop choqué pour réagir. Lors de l'examen, Émilie, confuse, a accidentellement repoussé le professeur venu l'aider. Du sang a été éclaboussé sur le sol et sur son papier. Les yeux d'Émilie sont passés de son professeur stupéfait à ses propres mains, son expression se transformant en horreur. Pourtant, son esprit l'incitait à continuer, à essuyer le sang, à continuer à écrire. Elle a continué jusqu'à ce que les secouristes arrivent et la tirent de son bureau. Dans le bureau clinique et simple du psychiatre, Émilie était assise avec son doigt blessé, fermement enveloppé dans de la gaze. Le sang s'écoulait encore, rougissant le sol. La psychiatre, une femme au comportement calme mais assertif, a commencé à discuter de tout ce qui a conduit à son internement dans cet établissement. Sans s'en apercevoir, Émilie s'est mise à grignoter son autre main. « Savez-vous ce qu'est un mécanisme d'adaptation ?» a demandé le psychiatre d'un ton doux mais ferme. Émilie, les yeux embués de larmes, secoua légèrement la tête tandis que sa main se portait instinctivement à sa bouche. « C'est quelque chose que vous faites pour réduire le stress ou l'inconfort », a expliqué le psychiatre, observant Émilie. « Mais si cela vous fait mal, c'est considéré comme inadapté, comme l'habitude de se ronger les ongles. » Émilie a arrêté de mordre et a serré sa main en un poing sur ses genoux, luttant contre l'envie. « Vous rappelez-vous la première fois où vous avez commencé à vous ronger les ongles ?» Le psychiatre a demandé. Émilie acquiesça, son esprit revenant à un sombre souvenir qu'elle aurait aimé pouvoir oublier. « C'était il y a des années, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. J'étais juste une petite fille. » Elle a décrit la nuit où tout a commencé, son père ivre et agressif, sa mère rentrant tard pour déclencher une violente dispute. Punie dans sa chambre, Émilie écoutait le vacarme qui s'intensifiait. Des cris, quelque chose qui se brise, un bruit sourd. La curiosité l'a attirée dehors pour ne trouver que sa mère sur le sol, son père debout au-dessus d'elle, la colère parcourant chaque fibre. Émilie s'est alors mise à pleurer de façon incontrôlable jusqu'à se mordre la langue. La douleur a traversé ses sanglots. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la vraie douleur, confie Émilie en fixant le psychiatre dans les yeux. La douleur pouvait faire taire la peur, l'anxiété. Elle rendait tout silencieux. Le psychiatre a noté cela, son visage reflétant une profonde réflexion. « Vous avez transporté cette façon de faire face à votre adolescence », a-t-elle noté. « Nous devons à présent trouver des façons plus saines de gérer vos émotions. » Émilie a regardé le psychiatre, partagé entre la peur et l'espoir. Alors que ses doigts se dirigeaient lentement vers sa bouche, le psychiatre lui a donné une petite balle brillante. « Gardons vos mains occupées », a-t-elle suggéré. Émilie a pris la balle et l'a serrée, déplaçant son attention sur la pression dans sa prise plutôt que sur la douleur. Plus tard dans la journée, dans la salle de loisirs, Émilie avait l'impression d'avoir accidentellement atterri dans une classe de maternelle plutôt que dans un établissement psychiatrique. Elle était là, notablement la plus âgée, dominant les enfants comme un géant.
Leurs petites mains étaient recouvertes de bandages, un signe révélateur qu'ils partageaient tous une affection pour les habitudes compulsives. Cela aurait dû lui permettre de s'intégrer parfaitement. Émilie a compressé la balle anti-stress en s'asseyant sur une des petites chaises. Elle a pensé jouer aux dames avec le garçon à côté d'elle, mais y a renoncé. Au lieu de cela, elle a commencé à enlever la gaze de son doigt. La pièce est devenue silencieuse. Les enfants regardaient, leurs expressions un mélange de curiosité et d'émerveillement. Le garçonnet à ses côtés s'agitait, mal à l'aise. « On n'est pas censé faire ça », murmura-t-il, sa voix emplie d'un mélange de peur et de fascination. Émilie a esquissé un demi-sourire, son visage affichant un mélange de tristesse et de défi. « Les règles sont parfois trop dures à suivre », murmura-t-elle en lui lançant la balle anti-stress. Alors qu'Émilie retirait la dernière couche de bandage, révélant la peau crue et sensible en dessous, un changement notable s'est produit parmi les enfants qui regardaient. Ils ont observé leurs mains bandées, puis ont regardé Émilie à nouveau. Le geste de défi d'Émilie alourdissait l'atmosphère de la pièce. En quelques instants, tous les enfants ont commencé à défaire leurs bandages et à se ronger les ongles et les bouts des doigts. Reconnaissant le potentiel d'Émilie à influencer les autres enfants, le personnel a décidé de la placer en isolement. La pièce était austère, équipée seulement d'une chaise et d'une caméra pour enregistrer chaque moment sous une surveillance étroite. Le psychiatre fixait Émilie du regard alors que les infirmières attachaient fermement ses membres à la chaise avec des sangles en cuir pour éviter l'automutilation. « Vous avez déclenché une frénésie alimentaire », a dit sévèrement le psychiatre, observant attentivement la réaction d'Émilie. « Vous ne pouvez pas vous ronger les ongles devant les enfants. » Sur ce, elle se retourna sur ses talons et claqua la porte, laissant Émilie seule. Seule, la télévision en circuit fermé lui tenait compagnie. Les yeux indiscrets au-delà la regardaient, la fixaient. Confinée, l'anxiété d'Émilie atteignait de nouveaux sommets. Chaque mouvement faisait forcer et s'enfoncer les contraintes dans sa peau. Rappel brutal de son enfermement. Submergée par un désespoir grandissant, elle mordait les sangles de cuir avec une férocité inattendue. Ses dents étaient devenues étonnamment tranchantes, son désespoir les transformant en quelque chose de sauvage et indompté. Peut-être qu'elle était un monstre. Serait-ce vraiment une si mauvaise chose ? Les monstres sont forts. Les monstres ne sont ni brisés ni effrayés. Les monstres sont des survivants. Une fois libérée de ses chaînes, Émilie a rapidement retiré le reste de la gaze de ses mains. Sous les bandages, ses doigts avaient subi un changement choquant. Ils n'étaient plus surmontés d'ongles humains, mais s'étaient transformés en pointes chitineuses noires et tranchantes. Un rire sauvage s'échappa d'elle alors qu'elle examinait ses nouvelles griffes. Une vague de pouvoir la submergea, effaçant tous les vestiges de la fille fragile et soumise. Elle avait autrefois été tournée vers la caméra qui avait observé chacun de ses mouvements. Ses yeux brillaient d'une joie féroce et dérangeante. Elle s'est précipitée sur l'objectif, l'attaquant. Avec ses nouvelles griffes, la caméra vibrait violemment alors que son dernier regard, un sourire victorieux et glaçant, se transformait en statique, avant que l'écran ne s'éteigne soudainement. Elle était devenue SCP-8480A. SCP-8480, classifiée avec une classe de confinement de Keter, une classe de perturbation d'Eki et une classe de risque critique, se réfère à un trouble mental anormal affectant les enfants âgés de 3 à 14 ans, connu sous le nom d'instance SCP-84801. Ces enfants présentent une gamme de symptômes allant de l'anxiété modérée à sévère, des maux de tête ou des migraines, une morsure d'ongles intensive, l'onychophagie, la dermatophagie mangeuse de peau, une guérison anormalement rapide et une haute tolérance à la douleur dans leurs doigts. Le trouble s'active généralement dans des conditions d'anxiété extrême persistante ou d'expériences traumatisantes, en particulier si l'enfant utilise la morsure d'ongles comme mécanisme d'adaptation pendant ces périodes. Suite à l'infection, la progression des symptômes dans les instances SCP-84801 varie en fonction des facteurs de stress internes et externes. Un nombre significatif de cas peut persister à l'âge adulte sans symptômes clairs. Actuellement, un nombre substantiel d'enfants infectés, enregistrés par milliers, sont sous la garde de la Fondation et ayant été engagés avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Un sujet notable, SCP-8480A, où Emily Curtis, âgée de 20 ans, était nettement plus âgée que les instances typiques au moment de sa découverte. Le stade 1 de SCP-8480 peut commencer à tout moment avant l'adolescence, affectant généralement les enfants autour de l'âge de 9 ans, bien que des cas aussi jeunes que 3 mois aient été notés.
Il est difficile de diagnostiquer les nourrissons car ils n'ont pas de dents. Les premiers signes sont souvent le fait de sucer leurs doigts ou de mâcher leurs membres. Quel que soit l'âge, les instances de SCP8-4801 présentent des symptômes initiaux dans les 2-3 jours suivant l'événement déclencheur. Pendant cette phase, les instances ressentent généralement une anxiété faible à modérée pendant la plupart des jours. Ils peuvent aussi avoir de légers maux physiques, comme des douleurs d'estomac ou des céphalées, souvent vues comme des plaintes enfantines courantes. De plus, ces enfants développent diverses stratégies d'adaptation inadaptées, telles que le grattage de la peau, le tirage des cheveux et surtout le mordillement des ongles, qu'ils décrivent souvent comme le plus soulageant. Un symptôme psychologique préoccupant est l'apparition d'une croyance profondément ancrée parmi les enfants affectés qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en eux qui ne peut pas être corrigé. Il reste incertain si cette croyance est un symptôme direct de SCP-8480 ou un effet secondaire psychologique du trouble sans intervention. Les enfants passent généralement au stade 2 dans les 6 mois à 1 an à partir de l'apparition des premiers symptômes. Le stade 2, appelé stase, marque une aggravation des symptômes initiaux observés dans les instances de SCP-84805. À ce stade, les enfants touchés deviennent fortement dépendants de leurs mécanismes d'adaptation inadaptés pour gérer leurs états émotionnels. Malgré les tentatives de la part des interventions médicales, psychologiques ou thérapeutiques, ces comportements persistent sans relâche et s'intensifient pendant le stade 2. Les instances augmentent notablement leur dépendance à la mordillement des ongles et à la consommation de peau, qui sont utilisées de manière constante pour réguler leurs émotions. Cette escalade de comportement entraîne fréquemment des blessures physiques, les instances souffrant souvent de saignements en raison de la gravité de leurs actions. Les instances de SCP-84801 sont capables de rester indéfiniment à ce stade. Notamment, SCP-84801 est l'instance enregistrée la plus ancienne qui est restée en stade 2 jusqu'à peu avant son admission aux soins de la Fondation. La progression vers le stade 3 ne se produit qu'après qu'une instance de SCP-84801 ait subi une période significative et prolongée de stress, d'anxiété et d'expériences traumatisantes. Les circonstances spécifiques qui catalysent cette transition varient d'un individu à l'autre, ce qui rend difficile de prédire exactement ce qui déclenchera l'avancement vers le stade 3. Le stade 3, appelé infection complète, marque une phase critique pour les instances de SCP-8481 où l'atténuation des symptômes et la réduction des blessures auto-infligées deviennent le principal objectif, car une récupération supplémentaire n'est pas réalisable à ce stade. Tous les symptômes précédents s'aggravent de modérés à sévères, accompagnés de plusieurs effets anormaux, distincts et sévères. La peau et les muscles des doigts et des mains des individus affectés s'adoucissent considérablement, les rendant plus susceptibles d'être endommagés. Mordre leurs ongles de doigts ou leurs mains déclenche la production de bloqueurs nerveux et d'endorphines dans le cerveau. Cette adaptation réduit la douleur et procure une brève sensation de plaisir, compliquant l'arrêt de ces comportements. Le durcissement des dents permet aux instances de mordre non seulement la chair, mais aussi l'os, intensifiant la gravité de leurs conditions. La régénération cellulaire anormale est accentuée, conduisant à une réparation rapide des tissus et forçant un schéma cyclique d'autoconsommation pour gérer la détresse émotionnelle. Les instances développent un besoin compulsif de consommer la chair et les ongles autour de leurs doigts, poussés par leur taux de guérison accéléré. Les sujets affectés subissent un impact psychologique profond, se sentant fondamentalement brisés et ne s'identifiant plus comme humains. Cela se manifeste par une perte d'intérêt pour les activités humaines normales, y compris manger autre chose que leur propre corps. Les efforts de recherche actuels sont dirigés vers la recherche de remèdes potentiels ou de méthodes pour neutraliser le SCP-8480. Cependant, aucun traitement efficace n'a encore été découvert. Les instances en phase 3 persisteront dans cet état jusqu'à ce que leur fonction biologique cesse, soulignant la nature grave de ce stade avancé du SCP-8480. Le stade 4, connu sous le nom de reprise, représente une transformation profonde des instances SCP-8-4801 que l'on croit se produire après une période de profonde introspection et d'acceptation des traumatismes qui ont déclenché leurs conditions. Ce stade n'est atteint que lorsque l'instance cesse la consommation constante de ses ongles et des tissus environnants. Les symptômes caractéristiques du stade 4 comprennent l'arrêt complet de la douleur, bien qu'il reste incertain si cette absence de sensation est due à des changements physiologiques ou à des facteurs psychologiques. Une baisse notable des niveaux d'anxiété qui atteignent des seuils mineurs ou négligeables, la nature de cette diminution, qu'elle soit anormale ou non, reste à définir.
Bien que les comportements compulsifs comme le mordillement des ongles et la consommation de peau cessent, les sujets continuent de montrer d'autres mécanismes d'adaptation inadaptés et des signes de détresse psychologique. Le développement de croissances chitineuses noires, à la place des ongles, capables de couper à travers le métal, la pierre et les matériaux organiques, marque une anomalie physique significative. Capacités physiques améliorées, y compris une force, une endurance et un métabolisme accru, qui contribuent à un état d'existence élevé. Augmentation marquée de l'hostilité envers le personnel de la Fondation couplée à un refus de rester en confinement, posant des défis significatifs à la gestion et à la sécurité en raison de ses complexités et de la menace substantielle posée à la normalité. Les protocoles de confinement pour les instances de SCP-84801 en phase 4 ont été entièrement révisés, toutes les approches de traitement précédentes ont été suspendues indéfiniment, reflétant un changement de stratégie en réponse aux défis uniques présentés par ce stade avancé. Toutes les instances de SCP-84801 sont tenues d'être isolées et contenues au site 80P, ostensiblement sous des soins psychiatriques prolongés. Des bandages, de la gaze, des attelles et des plâtres sont fournis uniquement sur demande de l'instance. Une partie critique de la stratégie de confinement implique de placer toute instance potentielle de SCP-84801 dans un scénario traumatique contrôlé après identification sans la connaissance du sujet ou de ses gardiens. Si les symptômes s'aggravent après le traumatisme induit, l'individu est immédiatement transféré à la garde de la Fondation. Strictement, le personnel de la Fondation est interdit d'offrir des conseils, du soutien ou tout traitement de santé mentale aux instances de SCP-84801. De plus, ces instances ne sont pas découragées de s'engager dans l'autocannibalisme inadapté, car ce comportement a montré qu'il freine la progression vers le stade 4. Par conséquent, les instances de SCP-84801 nécessitent un minimum de subsistance, n'ayant besoin de nourriture et d'eau qu'une fois par mois, et sont maintenues en isolement continu. SCP-84801, identifié pour des mesures immédiates agressives, doit être neutralisé dès sa détection et les restes doivent être renvoyés au site 80P pour une analyse détaillée et une étude plus approfondie. Découvrez une autre entrée des dossiers du Dr Bob qui vous fera vous interroger. Votre habitude de ronger vos ongles est-elle simplement une mauvaise manie ou une anomalie en devenir ? Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune anomalie alors que nous nous enfonçons de plus en plus dans les archives classifiées de la Fondation SCP.